Bonjour à tous. Je crois qu'on va commencer. Donc, Agnès, tu me confirmes qu'on m'entend bien puis on voit bien la présentation? On t'entend bien, on voit bien la présentation, oui. Donc, j'inviterai les gens qui sont à l'aise à ouvrir leur caméra pour qu'on rende ça le plus participatif possible. Donc, bienvenue au jeudi juridique qui porte sur le harcèlement au travail. Donc, c'est un juridique qui vise essentiellement à démystifier le harcèlement au travail. Je sais que plusieurs connaissent le concept et même donnent des formations aux travailleurs et travailleuses sur ce concept-là. Donc, le but aujourd'hui, c'est oui de voir la notion de harcèlement au travail, mais aussi de le démystifier et de le différencier avec d'autres concepts qui existent en droit du travail, notamment l'incivilité, les conflits de personnalité, le droit de gérance. Et j'y ajoute une certaine notion à la fin aussi qui porte sur certaines nouvelles obligations de l'employeur de mettre, en fait, pour protéger les personnes qui sont victimes de violences conjugales à la maison. Donc, c'est des nouvelles obligations qui sont prévues depuis 2021. Donc, je vais vous en parler à la fin de la présentation. Alors voilà, je vous invite à ouvrir vos caméras, participer, poser vos questions si ça porte sur le contenu directement qu'on parle. Si vous avez des situations plus précises que vous voulez aborder à la fin, peut-être garder vos questions pour la fin pour qu'on fasse ça sous forme d'échange. Donc, on va commencer par la notion de harcèlement psychologique telle que vous la connaissez. Euh, cette définition-là, en fait, la définition, elle est codifiée à la loi sur les normes du travail qui prévoit la définition que je vous ai exposée à l'écran. Je ne vais pas vous la lire parce qu'on va l'analyser ensemble. Elle comporte 6 éléments caractéristiques, donc qui sont aussi exposés à l'écran. Et on va les voir chacun leur tour. C'est important de savoir que les 6 éléments caractéristiques sont cumulatifs, ce qui veut dire que si un des éléments n'est pas rencontré, en fait, on n'aura pas la définition de harcèlement et, par exemple, la plainte va être rejetée. On ne pourra pas considérer qu'il s'agit de harcèlement au travail. Donc, si on regarde les éléments un à la suite de l'autre qui composent en fait la définition du harcèlement psychologique, le premier, c'est une conduite qui est vexatoire. Qu'est-ce qu'une conduite vexatoire? C'est une conduite qui va être humiliante ou abusive, qui blesse, qui va causer un tourment qui dépasse ce que la personne raisonnable estime être dans la norme, être correcte. Donc, quand on pense à la preuve d'une conduite qui est vexatoire, il ne faut pas seulement être vexé. Donc, parce que là, ça va être une question de perception, de perspective, mais il faut, en fait, on va regarder souvent la nature du geste qui est posé, l'intensité, la récurrence des gestes et l'impact sur la victime aussi. Euh, je vais vous aussi, en fait, je vais vous tirer aujourd'hui certaines citations tirées de la jurisprudence pour vous montrer un peu la portée de certains concepts. Il y a une arbitre de grief là, quant à la conduite vexatoire qui a donné une certaine définition en disant un comportement qui irrite ou qui cause du stress n'est pas nécessairement une conduite vexatoire. Donc, la définition du harcèlement psychologique ne vise pas tous les propos désagréables qui peuvent être échangés ou toutes les situations tendues qui surviennent en milieu de travail. Et c'est là qu'on fait la distinction avec certaines notions d'incivilité qu'on va aborder un petit peu plus en détail tantôt. Donc, on regarde vraiment un comportement qui va être blessant, humiliant quand on regarde une conduite qui est vexatoire. L'autre élément qui est important, c'est une certaine notion de répétition. Donc, quand on pense à, il faut que la conduite vexatoire, en fait, ça n'a pas besoin de chaque élément qui soit constitué du harcèlement. Si on prend isolément chaque événement, peut-être qu'on va dire, ben, c'est pas suffisant pour considérer du harcèlement. Par contre, parfois, ça va être la répétition qui va causer la vexation. Donc, on va utiliser une appréciation qui est globale des événements pour voir si on a une conduite vexatoire qui se répète. Donc, ça peut être des comportements, des gestes, des paroles qui se répètent. Et ça peut être aussi un jour un geste, un jour un comportement. Donc, on peut mélanger ces éléments-là. L'autre élément, ça va être de manière hostile et non désirée. Donc, qu'est-ce que l'hostilité? Là? Ben, j'ai essayé de trouver des synonymes, mais c'est des comportements d'ennemi, un peu un sentiment d'opposition, d'inimitié, et c'est non désiré. Donc, la personne n'a pas besoin de signifier un refus pour qu'on puisse dire que le comportement est non désiré, mais il faut que ce soit un comportement ou une parole qui est non souhaitée. Et quant au caractère hostile, en fait, la jurisprudence dit que ça n'a pas besoin d'être flagrant. Donc, la créativité d'un geste n'a pas besoin d'être essentielle pour qu'on dise que ça soit un geste qui est hostile. Donc, comme j'ai dit, là, un salarié pourrait être victime de paroles, d'actes qui, pris isolément, semblent bénins ou anodins, mais c'est quand on les met
on les additionne tous les uns à la suite de l'autre, qu'on va voir que là, il y a vraiment un caractère hostile qui se dégage de la situation. Puis, quand on regarde le non désiré, comme je vous ai dit, on va regarder si c'est la conduite elle-même qui est non désirée et non la perception de la personne, encore une fois. Un autre critère de la définition, c'est qu'il doit y avoir une atteinte à la dignité ou à l'intégrité de la personne. Et à ce moment-là, ce n'est pas nécessaire que la personne puisse seulement le dire. Il faut qu'il y ait vraiment des séquelles psychologiques, des séquelles physiques. Donc, bon, physique, c'est facile de s'imaginer. Les psychologiques, par exemple, ça peut être un diagnostic médical qui a été posé, un trouble d'adaptation, un état de tristesse. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir un diagnostic, mais il faut vraiment qu'il y ait comme une atteinte qui est démontrée. Et voilà. Donc, et aussi, c'est important de dire que l'atteinte à l'intégrité, ça n'a pas besoin d'être, par exemple, la posture d'une personne dans une entreprise, mais c'est vraiment chez l'individu lui-même que l'atteinte doit exister. Et enfin, ben, vous en doutez, il faut que ça crée un environnement de travail qui est néfaste, donc nuisible, malsain, et que la réalisation des objectifs du contrat de travail, donc la prestation de travail, s'en retrouve affectée. Donc, on a un caractère qui est répété dans le harcèlement psychologique. Comme je vous l'ai dit, si on prend un événement seulement, on ne pourra pas le caractériser de harcèlement, mais c'est vraiment sur une certaine période de temps et un caractère répétitif que le harcèlement va pouvoir le définir comme tel. Par contre, la loi sur les normes prévoit quand même qu'il y a parfois un seul événement peut constituer du harcèlement. Par contre, il y a certains critères qui doivent être rencontrés pour qu'un seul événement puisse constituer du harcèlement. Il faut que l'événement soit, on dit, exceptionnel. Ça ne peut pas être seulement, justement, dans les propos qui sont plus anodins, mais il faut que ça soit un événement grave. Donc, et il faut que les conséquences se perpétuent dans le temps. Donc, on peut dire, par exemple, qu'une personne ça va lui revenir dans la tête, elle va souffrir, puis justement développer un trouble d'adaptation suite à cet événement-là. Encore une fois, on se place dans la position d'une personne raisonnable, placée dans la même situation pour savoir si c'est grave ou non. Donc, on ne peut pas prendre une personne, par exemple, qui a subi un traumatisme dans son enfance et l'événement en tant que tel va lui faire rappeler ce traumatisme-là dans son enfance, mais que l'événement était banal. On ne pourra pas considérer que c'est une seule conduite grave qui puisse constituer du harcèlement. Donc, il faut vraiment que ça soit objectivement une conduite grave pour que ça soit considéré comme tel. Je vous ai mis quelques exemples parce que ça peut aider à illustrer. Donc, j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui se fait humilier, ridiculiser devant des collègues lors d'une réunion. Puis je pense que même j'ai l'image un petit peu plus tard dans la présentation. Un gestionnaire, par exemple, qui va donner une charge considérable de travail à un employé en le menaçant de le congédier, par exemple, si la tâche n'est pas accomplie. Ça peut être un attouchement sexuel commis par une personne en autorité ou même par un collègue. Je dirais que quand il y a une notion d'attouchement ou encore de propos à caractère sexuel, on va tomber souvent dans une conduite grave. Et évidemment, bon, menace de fait ou menace de mort, on tombe dans une conduite grave, là, ça tombe aussi dans le champ criminel. Donc, vous avez certains exemples. Comme je vous ai mentionné, le caractère d'analyse, ça va être celui de la personne raisonnable, mais on va dire la victime raisonnable pour tout ce qui touche le harcèlement psychologique. En fait, parce que la conduite de la victime présumée doit être appréciée objectivement. Donc, le critère qu'on retient, c'est celui qu'on utilise souvent là, en droit, qui est celui de la personne raisonnable, normalement diligente, prudente, informée, qui aurait été placée dans les mêmes circonstances. Donc, c'est pour ça qu'on dit la victime raisonnable, parce qu'il faut quand même placer la personne dans les circonstances. On ne peut pas juste nous donner un objectif, dire « Ah ben non, c'est rien », parce qu'il faut se mettre dans la place de victime qui subit ça à tous les jours et qui est placée dans ces circonstances-là. Et c'est important de dire en fait qu'une perception qui est seulement subjective, qui serait par exemple non conforme à la réalité, ne peut pas constituer du harcèlement psychologique. Et malheureusement, en droit du travail, on voit beaucoup là, de cette dernière portion-là. Parfois, les personnes peuvent avoir leurs propres conditions personnelles de nature psychologique qui peuvent entraîner des perceptions plus importantes que ce qui s'est passé en milieu de travail. Donc, c'est vraiment important de s'en tenir aux faits objectifs qui se sont passés et non seulement aux propos grandioses qu'une personne pourrait tenir. Donc, on va regarder vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Puis oui, on va regarder la tête à la dignité, mais on ne peut pas s'en tenir à ce que la personne va nous relater de son vécu à elle. Donc, qu'est-ce que les obligations en matière de harcèlement? Ben, en fait, vous les connaissez, c'est de prévenir le harcèlement. Par quoi? Par des politiques, par des campagnes de sensibilisation, des formations et de mettre fin au harcèlement lorsqu'il y a lieu.
Puis, j'ai ajouté une composante qui est de dissuader les comportements harcelants parce que ça rentre tout dans la composante de l'incivilité qu'on va voir ultérieurement. Donc, et quoi faire lorsqu'il y a une manifestation de harcèlement qui est portée à la connaissance de l'employeur? Encore une fois, je vais faire un aperçu plus en détail tantôt quand on va voir l'obligation de l'employeur en matière d'incivilité. Je ne vais pas me répéter, mais c'est important de dire que l'employeur qui est au fait d'une situation de harcèlement, en fait, et c'est important de dire que l'employeur doit être au courant. Donc, je ne peux pas présumer, mais dès qu'il y a à sa connaissance une situation de harcèlement, et ça n'a pas besoin d'être rendu au point où on dit, OK, c'est du harcèlement, mais ça peut être, dès qu'il y a des gestes hostiles, doit agir promptement dans l'analyse des faits, faire une enquête s'il y a lieu. Il doit prendre donc des moyens raisonnables pour faire cesser la situation et éviter que ça se perdure dans le temps. Évidemment, chaque cas va être un cas d'espèce, donc il n'y a pas une recette magique de quoi faire, mais si on a une politique en milieu de travail pour prévenir le harcèlement, bien, ça permet certaines étapes. Ça, par exemple, impose une certaine enquête et une analyse objective pour déterminer s'il y a du harcèlement. Donc, ce qui est l'objectif principal dans tout ça, c'est de faire cesser le comportement. Alors, quand une personne vient nous voir, par exemple, il nous dit, bon, je subis du harcèlement. Souvent, ça va être bien large. Et c'est important de déceler qu'est-ce que la personne veut dire pour déterminer s'il y a vraiment matière à faire une plainte. Parfois, les personnes peuvent mélanger certains concepts et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Un des concepts qui est souvent mélangé, c'est le droit de gérance versus le harcèlement. Donc, qu'est-ce que le droit de gérance? En fait, c'est le droit de l'employeur, sa discrétion de faire respecter les procédures, les règles d'usage, de gérer son entreprise comme il le souhaite. Par exemple, évaluer le rendement, contrôler la qualité du travail. Donc, tout ça doit être pris de façon raisonnable. Donc, c'est de la gestion courante, de la gestion quotidienne. Je vous ai mis certains exemples qui relèvent du droit de l'exercice de droit de gérance. Donc, par exemple, la gestion courante de la discipline, la gestion du rendement au travail, la gestion de l'absentéisme, l'attribution des tâches, l'imposition de mesures disciplinaires. Ce qui est important d'analyser pour déterminer si l'employeur exerce son droit de gérance de façon raisonnable, c'est de regarder si c'est abusif, si c'est non arbitraire ou si c'est non discriminatoire. Et comment on fait ça? Alors, on va regarder ces trois choses-là qui sont l'intention sous-jacente. Donc, quelle était l'intention de l'employeur lorsqu'il a imposé la mesure? Est-ce que c'était justement comme une frustration accumulée contre une personne, puis un peu une vendetta, ou c'est vraiment de faire cesser un comportement, par exemple, de rectifier un comportement, arrêter un acte fautif? Donc, on va vraiment regarder, premièrement, l'intention de l'employeur. Deuxièmement, la finalité de son geste et s'il était légitime de le faire, donc dans le cadre de son emploi. Est-ce que le gestionnaire, ça fait partie de ses tâches, par exemple, d'aller voir cette personne-là puis de rectifier ou il va au-delà de ses compétences, par exemple, de gestionnaire? C'est important de dire que, tout comme le travailleur, l'employeur non plus n'a pas besoin d'être l'employeur parfait pour déterminer s'il y a du harcèlement ou non. Donc, la question qu'il faut analyser, c'est plus de voir si ça a été fait de façon sans abus ni discrimination. Donc, il y a même le droit de faire certaines erreurs dans le cadre de ses fonctions, dans le cadre de ses fonctions d'employeur, tant que l'erreur, elle est raisonnable et on ne tombe pas justement dans l'abus ou la discrimination. Je vous ai mis un petit exemple, deux en fait, pour vraiment différencier, puis c'est un peu évident, mais donc voilà. Le premier, par exemple, un acte de harcèlement, on aurait un comportement gratuit sans cause légitime destiné uniquement à dénigrer ou à humilier une personne. Et j'ai mis un exemple, par exemple, un superviseur qui, lors d'une réunion d'équipe, s'adresse à un travailleur devant tout le monde qui est à table en disant « Ah, de toute façon, toi, tu ne comprendras rien parce que tu ne comprends jamais rien quand je parle. » Donc, à ce moment-là, c'est clair que c'est seulement pour dénigrer quelqu'un. Il n'y a aucun but constructif qui serait de rectifier un comportement. C'est vraiment juste pour miner la confiance de quelqu'un. À l'inverse, un acte de droit de gérance, ça va être par exemple une décision légitime qui a été prise par un employeur dans le but de sanctionner par exemple un comportement ou de faire cesser, de corriger en fait des fois une méthode de travail qui serait inexacte. Donc, j'ai mis un autre exemple qui est, par exemple, à 2 reprises à l'intérieur du même mois, le supérieur rencontre une travailleuse afin de lui faire part de lacunes et des attentes de l'employeur.
la travailleuse, elle considère que ces rencontres-là, elles sont répétées, que c'est hostile et c'est surtout pas désiré, ces rencontres-là, parce qu'elle veut pas s'y rendre. Donc, elle dit, bon, ben, je rencontre les critères du harcèlement. Et en fait, on voit que si on regarde ce que je vous ai dit, l'intention sous-jacente, c'est quoi? C'est de rectifier un comportement et ça a une finalité, justement, d'exercer le droit de gestion pour la bonne marche de l'entreprise. Donc, à ce moment-là, on est dans l'exercice raisonnable du droit de gérance. Donc, c'est ce qui met fin à la distinction entre droit de gérance et harcèlement. Et un autre des éléments qui vient souvent, c'est l'incivilité versus le harcèlement. Donc, parfois, en fait, l'incivilité peut devenir du harcèlement, mais bien souvent, des personnes vont relever certains événements qui répondent pas à tous les critères cumulatifs du harcèlement. Et c'est à ce moment-là qu'on va dire, ben, c'est pas du harcèlement, mais c'est pas souhaitable non plus dans un milieu de travail. Qu'est-ce que c'est? Et c'est là qu'on est dans l'incivilité. Par contre, quand on est dans la case d'incivilité, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ce qu'on va voir ensemble parce que si c'est rejeté au stade des normes, ben, il faut quand même savoir comment aborder ce concept-là. Donc, je vous ai mis l'obligation de civilité de la travailleuse et du travailleur. Elle est codifiée au Code civil du Québec. Donc, elle impose à tout travailleur l'obligation de fournir une prestation de travail de façon prudente et diligente avec assiduité et loyauté. Et c'est dans cette définition-là qu'on reconnaît l'obligation de civilité d'un travailleur ou d'une travailleuse. Puis, il y a une illustration qui est tirée de la jurisprudence que je trouvais pertinente de vous partager. Puis, je vais vous la lire. C'est l'obligation de civilité ne consiste pas pour le salarié à être le candidat au titre de l'employé du mois de l'entreprise. Généralement, les salariés n'ont pas choisi de travailler ensemble, mais ils doivent le faire non pas par choix, mais par nécessité pour gagner leur vie. Il va de soi que chaque individu a sa personnalité, mais tous doivent faire un effort raisonnable afin de maintenir un climat de travail harmonieux et agréable, afin que leur milieu de travail ne se transforme pas en calvaire quotidien. Donc, c'est ce qui explique un peu, on n'est pas amis avec tout le monde dans le milieu de travail, mais c'est d'adopter un comportement qui est courtois, civil, et c'est ça l'obligation de civilité. Elle entraîne aussi une obligation corollaire pour l'employeur. C'est les diapositives. Qui est également codifié à certains endroits. Donc, ça se retrouve au Code civil du Québec aussi, à l'article 2087, qui impose à l'employeur de prendre les mesures appropriées pour protéger la santé, sécurité et dignité du salarié. On le retrouve également à la Charte des droits et libertés qui impose aussi, en fait, qui reconnaît à chaque personne le droit à sa dignité, son honneur et sa réputation. Et à la Loi sur la santé et sécurité qui impose à l'employeur aussi de protéger la santé et sécurité des travailleurs et travailleuses. Et il y a justement un article dans le cas où l'employeur ne le respecte pas. Donc, il y aurait même une plainte à faire sous cette loi-là si jamais l'employeur ne respecte pas son obligation de protéger la dignité des salariés. Également, l'obligation de civilité peut se retrouver dans les conventions collectives, le cas échéant, si c'est un milieu syndiqué, ou dans une politique sur la promotion de la civilité, la prévention et le harcèlement au travail. Moi, je viens de voir qu'il y a une question. Je ne sais pas, ça fait combien de temps? Karine? Je pense que ton micro n'est pas débarré. Est-ce qu'il peut? Maintenant, il peut, parce que... non, peut-être elle peut être écrite dans le chat. Oui. Peut-être que ce n'est pas volontaire comme moi. Je vais poursuivre sinon, puis... OK, parfait. Donc, on était... OK. L'étendue de l'obligation de civilité. Donc, on tombe encore dans le droit de gérance. En vertu de son droit de gérance et de ses obligations envers les salariés, l'employeur, lui, doit réagir si un salarié ne respecte pas son obligation de civilité. Donc, en agissant, il ne fait pas preuve d'harcèlement psychologique en imposant des mesures, mais il réagit à un comportement qui est inacceptable et donc il prévient une détérioration du milieu de travail. Donc, l'employeur n'est pas obligé seulement d'intervenir lorsqu'il y a du harcèlement. Il peut intervenir en prévention et même avant pour sanctionner l'incivilité qui n'est pas encore du harcèlement. Donc, j'ai mis une définition d'incivilité aussi pour que, là, j'ai mis la définition d'obligation de civilité, mais aussi une définition de l'incivilité. Donc, je vous ai mis encore une fois une citation qui l'illustre bien, qui est l'incivilité se définit comme un comportement déviant qui est en violation des normes de respect mutuel établis dans le milieu de travail. L'incivilité est un manquement aux règles élémentaires de vie en société
crée un inconfort important au milieu de travail et a un impact négatif sur le moral des personnes, l'efficacité, la productivité, la motivation et le climat de travail. Vous voyez que c'est mauvais là, au sens de l'incivilité, mais on n'est pas à la notion de harcèlement. Donc, c'est vraiment là que c'est pertinent de constater des fois, on met tout un peu dans la poche du harcèlement, puis on oublie la nuance qui existe avec l'incivilité. Et donc, ça permet de voir pourquoi les plaintes de harcèlement sont rejetées bien souvent. Donc, je vous ai mis des exemples de gestes incivils. Faire des fausses accusations à l'endroit de collègues, jeter des discrédits sur des collègues, avoir une mauvaise attitude, un manque de motivation ou faire preuve de négativisme, démontrer un manque de discrétion, faire preuve de refus d'autorité s'apparentant à l'insubordination, refuser de se soumettre à une structure hiérarchique bien établie, manifester de la difficulté à évoluer au sein d'une équipe de l'impolitesse ou des manquements. Je pense que ça ne va pas rentrer dans ma bulle. Des manquements. Voilà, je vais vous le retrouver. Ah oui, des manquements, etc. Je n'ai pas vu. OK. Quoi faire en cas d'incivilité? Si on constate un comportement incivil chez un collègue de travail, par exemple. Je vous ai mis une petite échelle. Donc, premièrement, on va aviser l'employeur ou les ressources humaines de Cochia s'il y a une entreprise qui est plus grande. Souvent, on va y aller de façon plus informelle. On va aller les voir en faisant une plainte verbale puis exprimer la situation. Normalement, si l'employeur est diligent, proactif, lui-même va prendre des mesures pour aller voir les personnes sans faire une grosse enquête, peut faire une enquête lui-même avec les ressources humaines puis voir c'est quoi la situation. Si ça ne change pas ou l'employeur n'est pas proactif, on peut faire une plainte plus formelle auprès des ressources humaines et l'employeur, qui va jusqu'à une plainte écrite où on expose les motifs de façon écrite et on demande justement qu'une enquête soit tenue. L'employeur, en fait, depuis 2018, l'employeur a une obligation d'avoir une politique en milieu de travail pour prévenir et faire cesser le harcèlement et l'incivilité. Donc, normalement, l'employeur devrait faire une enquête en milieu de travail objective et bien souvent mandater des enquêteurs à l'externe. C'est ce que des entreprises qui sont normalement bien avisées devraient faire. Et l'enquêteur est donc complètement objectif. Il va venir sur le milieu de travail et obtenir la version des faits de chaque personne qui est concernée par la plainte. Normalement, même la personne qui est visée par la plainte peut avoir une copie écrite de la plainte et comprendre en fait ce qui lui est reproché. Tous les témoins qui font partie de l'enquête, c'est en fait tout ce qu'il dit, c'est de nature confidentielle. Et au terme de l'enquête, l'enquêteur, normalement, va déterminer si le comportement fait appel à l'incivilité, si c'est plutôt un conflit de personnalité, un conflit en milieu de travail, ou si on est même de l'ordre du harcèlement psychologique. Et normalement, il va y avoir des recommandations de l'enquêteur. Donc, ça va dépendre de ce qui est la conclusion de l'enquête. Si l'enquêteur va conclure que c'est finalement un conflit de personnalité, que la personne qui a fait la plainte était un peu en représailles à quelque chose qui avait déjà été fait, en fait, il va suggérer des mesures en ce sens. Donc, il peut suggérer une médiation entre les personnes qui sont concernées par le conflit. Des fois, l'employeur peut aussi faire déplacer une personne d'équipe pour éviter que deux personnes aient besoin de collaborer si ça ne fonctionne pas du tout. Si on est plutôt de l'ordre de quelqu'un qui est fautif, donc qui a fait du harcèlement, l'employeur peut imposer des mesures disciplinaires, et c'est ce qu'on va voir ensuite. Et même chose si on est au stade du harcèlement, mais ça peut être des mesures disciplinaires de façon qui sont plus graves, donc qui sont plus importantes. Et s'il y a des mesures disciplinaires qui doivent être imposées, donc on va y aller selon le principe de la progression des sanctions. Je pense qu'on l'a vu ensemble dans une formation précédente, mais le principe de la progression des sanctions, c'est en fait qu'on ne peut pas imposer un congédiement si c'est le premier acte incivil. Donc, normalement, si tu as un acte incivil qui est modéré, on va y aller par un avis disciplinaire. Ensuite, si ça se reproduit, une suspension de courte durée, ça se reproduit encore longue durée, puis si on voit que le comportement ne se rectifie pas, on va devoir mettre fin à l'emploi. Je sais que dans certains cas, dans le cas des travailleurs étrangers temporaires, le congédiement a l'air d'être une option qui vient facile, mais normalement, en matière de relations de travail, ça prend vraiment un geste qui est grave pour mettre fin à l'emploi. Quand on parle d'incivilité, c'est bien rare que lors du premier geste incivil, on mette fin à l'emploi. On va parler, quand c'est des récidives, puis qu'on tombe vraiment dans le cas de harcèlement psychologique, qu'une personne va être congédiée pour ce motif-là. Et c'est pas parce que l'employeur n'a pas congédié une personne que l'employeur ne prend pas en responsabilité ses obligations en matière de civilité. C'est plus qu'il respecte justement certains principes en matière de droit du travail.
Je ne l'ai pas mis à la diapositive ici pour ne pas vous mélanger, mais c'est important de savoir aussi que les travailleurs ont certains moyens de défense aussi si jamais ils sont imposés des mesures disciplinaires qui ne seraient pas fondées. Par exemple, si une personne se voit imposer une mesure disciplinaire, mais finalement, on se rend compte, par exemple, parce qu'elle conteste la mesure disciplinaire devant un arbitre de grief ou encore devant le tribunal administratif du travail, ça se peut que ça soit le supérieur lui-même qui a été la personne qui n'est pas raisonnable, puis qui a des problèmes au sein même de la gestion de l'employeur. Donc, un travailleur pourrait avoir un moyen de défense, par exemple, en disant, ben c'est un traitement inéquitable. Par exemple, la personne j'ai été sanctionnée parce que j'ai fait un geste incivil, mais la raison pour laquelle j'avais fait un geste incivil, c'est qu'une personne avait été raciste envers moi, m'avait écrit des injures, puis ça l'a comme complètement atteint ma dignité. Bien, à ce moment-là, c'est comme si l'enquête a été bafouée et la mesure peut être annulée par un décideur, donc soit un arbitre de grief ou le tribunal. Même chose, par exemple, si c'est, comme je vous dis, un supérieur qui, lui, ferait preuve d'une mauvaise gestion et qui lui-même, par exemple, intimide, bien, une personne peut dire que il y a eu provocation, traitement inéquitable en ce sens aussi, remettre en contexte les faits. Donc, c'est déjà arrivé en jurisprudence qu'une mesure disciplinaire soit annulée lorsqu'il est prouvé que le superviseur a été inutilement provocateur, qu'il y avait une personnalité de conflit, puis que justement, sa mesure, elle n'était pas imposée dans un objectif qui était en lien avec l'entreprise. Oui, les objectifs derrière une sanction imposée à un salarié, en fait, ça va être de faire cesser le comportement qui est fautif, qui est civil. Deux, de rendre justice aux victimes. Donc, justement, que la personne sente qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que souvent, c'est ça pourquoi les personnes font des plaintes. Ils veulent vraiment que tout cesse. Mais des fois, faire une plainte en harcèlement, si c'est rejeté, ben, ça ne nous fait pas un sentiment de justice parce que c'est comme s'il ne s'est rien passé. Donc, des fois, on est mieux de justement y aller par la voie interne. Là, il y a une enquête, puis après ça, ben, l'employeur impose une mesure disciplinaire s'il exerce bien son droit de gestion. Et là, on a un sentiment de justice parce que l'autre personne a reçu une sanction, puis ben, elle est punie pour le mauvais comportement qu'elle a tenu. Puis, ben, il y a un effet dissuasif aussi qui est d'éviter que les personnes soient inciviles en milieu de travail. Maintenant, je voulais voir avec vous le recours aux normes du travail, justement pour harcèlement psychologique. Donc, on a vu les différents concepts, harcèlement, incivilité, conflit de personnalité, droit de gestion. Maintenant, si on a tous les critères rencontrés du harcèlement, on sent, puis c'est vraiment comportement hostile répété dans le temps, puis qu'on dit, OK, ça répond à la notion de harcèlement psychologique, ça vaut la peine de faire une plainte. Qu'est-ce qu'on fait? On a 2 ans de la dernière conduite qui constitue du harcèlement pour faire la plainte. Avant 2018, le délai était de 90 jours, donc c'était très court parce que une personne faisait ses recours internes pour dire à l'employeur, ben, je veux que ça cesse, puis c'est ça qui est encouragé, c'est d'utiliser les mesures à l'interne, mais après ça, le délai était passé parce que l'enquête prend plusieurs semaines, puis même prendre des mois. Donc maintenant, ça a été porté à 2 ans. Donc, c'est pertinent de faire nos recours à l'interne. Et pourquoi c'est encore plus pertinent de faire nos recours à l'interne? C'est parce que un des critères pour se faire reconnaître du harcèlement de travail, c'est que l'employeur ne respecte pas son obligation de faire cesser le harcèlement. Donc, il faut qu'on démontre que l'employeur a été bien avisé et qu'il n'a rien fait avec ça. C'est pour ça que, bon, je vous répète, c'est important de faire tout ce qu'on peut à l'interne avant de faire des plaintes, plutôt que de faire des plaintes et d'envenimer un petit peu la situation. Donc, quoi considérer quand on rédige une plainte? C'est toujours pertinent de joindre un récit chronologique et détaillé des événements. Pourquoi? J'ai vu souvent des cas de travailleurs, travailleuses qui viennent me voir au stade où ils ont déposé leur plainte, puis après ça, ils disent « Oh non, c'est refusé, là, qu'est-ce qu'on fait? » Souvent, quand on dépose une plainte, on est dans le coup de l'émotion, on dit ce que ça nous a fait, comme ça m'a atteint dans ma dignité ici et ça, mais on oublie un peu de rester avec les faits objectifs puis avec les critères du harcèlement. Parce que quand l'enquêteur de la CNSST appelle, bien lui, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que ça répond aux critères pour que oui, le dossier soit admissible, puis je le transfère. Si on fait juste dire comment on s'est senti puis expliquer certaines chicanes, bien, ça se peut que ça soit pas reconnu. Donc, c'est plus pertinent si on joint un récit chronologique initialement lorsqu'on fait notre plainte pour bien la faire, puis on a beaucoup plus de chances qu'après ça, ça soit accepté si initialement on la fait comme il faut. Parce qu'on peut faire une plainte, c'est facile, là, il y a juste une case qu'on remplit puis on explique, mais si on la fait détaillée, bien, initialement, on a beaucoup plus de chances que ça ne se fasse pas renverser par la suite.
Et comme je vous dis, c'est important de rester aux événements, donc d'éviter les propos grandioses, mais de dire vraiment les faits qui sont arrivés. Puis oui, on peut dire ce que ça a eu comme impact sur notre dignité parce que c'est important. C'est un des éléments constitutifs de la définition, mais on ne peut pas que dire ça. On ne peut pas juste dire ben, j'ai subi du harcèlement, on m'a atteint dans ma dignité, j'ai subi du racisme. C'est comme tellement générique que finalement, on ne sait pas c'est quoi la plainte. Donc, il faut mettre des dates avec qu'est-ce qui s'est passé, puis si possible, mettre entre guillemets même des propos qui auraient été dits, puis si on est capable, ben, joindre des éléments de preuve. Les travailleurs étrangers temporaires communiquent beaucoup par Messenger, WhatsApp. Donc, c'est pertinent de garder des captures d'écran puis les joindre. C'est important, je le dis souvent, de maintenir une version cohérente. Donc, on va parler avec beaucoup d'intervenants dans le cadre d'une plainte à toutes les étapes. Donc, c'est important d'avoir une version qui est claire, cohérente à chaque fois parce que sinon, ça peut miner la crédibilité des travailleurs. Quelle est l'évolution d'une plainte, du dépôt jusqu'au tribunal? Donc, initialement, la personne va déposer la plainte. Il y a une première analyse qui est l'analyse de la recevabilité. Donc, ce n'est pas l'analyse du bien fondé, de son admissibilité, mais de la recevabilité. À ce stade-ci, on va regarder si la personne a d'autres recours. Par exemple, si elle est syndiquée, il faut qu'elle fasse un grief et non aller devant le tribunal, à moins qu'elle refuse d'accéder au grief. Ensuite, on va regarder si elle est protégée par d'autres lois, si son employeur est une entreprise au Québec et tout ça. Deuxièmement, il y a la médiation. Puis la médiation, j'aurais pu la mettre en bas, elle est possible tout au long du processus. Mais en fait, la médiation va venir avant l'enquête. Donc, avant même qu'il y ait une grosse enquête, la CNSST va suggérer aux deux parties de parler et de s'entendre. Et ensuite, il y a une enquête pour vérifier le bien fondé. Donc, la CNSST va aviser la personne qui a déposé la plainte. Oui, puis avant l'enquête, il y a même un premier avis de la CNSST en appelant l'employeur pour voir si parler avec l'employeur pour lui expliquer ses obligations, ça pourrait même régler la plainte. C'est une première étape qui est faite par la CNSST. Donc, ensuite, on est rendu à l'analyse de l'enquête, en fait. À ce moment-là, l'enquêteur va recueillir, valider les faits qui sont dans la plainte, analyser, et ils ont même certains pouvoirs qui sont ceux d'aller sur les lieux du travail, à l'établissement, pour rencontrer les gens, pour visiter les lieux. Ils peuvent même exiger des documents dans le cadre de l'enquête. Ils peuvent communiquer avec toute personne, même si la personne n'est pas visée dans la plainte, ils peuvent décider de communiquer avec certaines personnes. C'est vraiment des rôles d'enquêteurs. Et tout au long de cette enquête-là, les parties ont quand même le droit de faire une médiation et de s'entendre à l'extérieur. Donc, voilà. L'enquête, elle est confidentielle pour les témoins qui participent au processus. Ensuite, l'enquêteur va faire une recommandation et la CNSST va déterminer si la plainte elle est fondée ou non. Si elle est non fondée, la personne va avoir 30 jours pour contester devant une instance de révision et en fait, elle ne sera pas représentée par la CNSST pour ce faire. Elle va devoir y aller tout seule et va pouvoir se représenter devant le tribunal avec un avocat de son choix ou se représenter seule même. Et si c'est fondé, là, la CNSST va déférer aux affaires juridiques. Il y a un avocat qui représente de façon gratuite devant le tribunal administratif du travail. Les remèdes, vous les connaissez probablement. Donc, il y en a plusieurs. Il y a la possibilité d'ordonner la réintégration, d'octroyer une indemnité, d'ordonner à l'employeur de prendre les moyens raisonnables de faire cesser le harcèlement, de faire verser à l'employeur des dommages punitifs et moraux. Il peut y avoir également un versement d'une indemnité pour perte d'emploi. Il peut y avoir également des dommages pour du soutien psychologique requis pour la personne salariée et ordonner la modification du dossier disciplinaire. Par exemple, si une personne avait reçu une mesure comme une suspension, le juge peut même ordonner qu'elle soit retirée du dossier. C'est important de mentionner que les remèdes, là, ici, qui est la réparation, peut seulement être reconnue, donc être octroyée si tous les critères sont rencontrés. Donc, premièrement, qu'il y a du harcèlement et que l'employeur n'a pas respecté ses obligations. Donc, j'ai des dossiers actuellement où je supporte des travailleurs où on voit que, oui, il y avait du harcèlement, puis c'était une situation vraiment fâcheuse, puis le travailleur s'est senti affecté. Par contre, l'employeur, après qu'il ait été au courant, il a changé la situation. Par exemple, a bougé le supérieur immédiat de département, donc il n'est plus en contact avec la personne. À ce moment-là, c'est comme si ça devient théorique parce que l'obligation de l'employeur, c'est de faire cesser le harcèlement. Donc, si l'événement est arrivé avant, l'employeur
a pris des mesures pour que ça ne se reproduise plus. La CNCST juge que c'est théorique et bien souvent, ça va simplement être rejeté. Puis la personne, souvent, elle est laissée un peu choquée parce qu'elle dit c'est comme si c'était rien passé. Mais le but, c'est pas d'enrichir une personne, c'est vraiment de compenser. S'il y a eu faim, c'est difficile d'obtenir gain de cause. Donc, des fois, c'est de sensibiliser les travailleurs à ça aussi, parce que souvent, ils ont un sentiment de justice très fort, mais ils peuvent être un peu délusionnés de la justice. Et je voulais faire une précision aussi quant à l'octroi de dommages moraux. Premièrement, les dommages moraux peuvent seulement être octroyés si la personne n'a pas reçu des prestations de la CNSST. Et la prochaine diapositive, justement, je veux vous parler de l'interrelation entre le processus de liaison professionnelle, en fait, le recours en liaison professionnelle et celui aux normes. Mais si la personne a reçu des indemnités de remplacement du revenu, elle ne va pas recevoir des dommages moraux. Et ça, c'est important de sensibiliser les travailleurs à ça parce que bien souvent, ils s'imaginent recevoir une somme assez importante et c'est pas une façon de s'enrichir, mais c'est vraiment une compensation. Il faut démontrer quand même les dommages qu'on a subis pour recevoir. Et les montants ne sont pas faramineux. Là, on parle dans les cas les plus graves, les plus patents, peut-être jusqu'à 20 000 de dommages moraux, 10 000 de dommages punitifs, peut-être dans les cas plus raisonnables qu'on peut voir plus fréquemment, peut-être ça tourne autour de 5 à 8 000. Là. Donc, c'est important de sensibiliser les travailleurs à ça parce que des fois, quand on propose des règlements, ils pensent qu'ils peuvent aller chercher énormément au tribunal quand malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà. Puis, ben là, je sais pas, je peux peut-être vous préciser, mais dommages moraux, c'est vraiment pour réparer l'atteinte à la dignité d'une personne si elle s'est sentie triste pendant une longue période de temps. Donc, c'est vraiment des dommages qui sont de l'ordre des dommages intérieurs, l'atteinte à la dignité. Puis des dommages punitifs, c'est dans les cas où c'est vraiment grave et que ça va être de la discrimination, par exemple. Et je vous en parle parce que les travailleurs étrangers temporaires font partie d'un groupe quand même qui est marginalisé. Ils peuvent souffrir du racisme ou de la discrimination. Donc, des dommages punitifs dans des cas qui sont très graves pourraient être envisagés dans ces cas-là. Voilà. Aussi, autre élément pertinent, c'est ça. En fait, je vais parler avant de l'interrelation entre les deux volets, puis après ça, on parlera un peu de ce qu'on peut avoir en règlement. Donc, ça, je pense que je viens de vous le dire. OK. Premièrement, donc, on a parlé le dernier jeudi juridique des lésions professionnelles. Donc, il y avait les lésions professionnelles physiques qu'on a vues, la maladie professionnelle, et on a vu pendant une diapositive aussi la lésion professionnelle psychologique. Donc, quand une personne souffre du harcèlement psychologique, elle a comme deux volets qui s'ouvrent à elle. Le volet norme du travail qu'on aborde aujourd'hui, qui vise à vraiment faire cesser un comportement et sanctionner un employeur qui ne respecte pas ses obligations de faire cesser le harcèlement. Et le volet lésion professionnelle qui, lui, vise à indemniser une personne qui souffre, par exemple, du harcèlement et qui aurait un diagnostic reconnu. Donc, si une personne subit du harcèlement, doit arrêter de travailler parce qu'elle ne peut plus aller au travail puis elle en souffre, par exemple, une dépression majeure, à ce moment-là, elle va rester à la maison et recevoir des indemnités de remplacement du revenu qui lui donnent 90 de son salaire. Et comme je l'ai dit tantôt, si elle reçoit ça, les 90 de son salaire, elle ne pourra pas après ça réclamer des dommages moraux dans le cadre de la plainte aux normes. Parce que là, la CNSST et le tribunal reconnaissent que c'est une double indemnisation. Donc, c'est important de... Attendez juste un moment. Juste un moment. Oui. Oui. OK. Donc, voilà, les deux buts sont distincts, c'est important à savoir. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que si on a fait une réclamation pour lésion professionnelle, alors à ce moment-là, et on a fait une réclamation pour les normes du travail, il va y avoir un enquêteur, comme je dis, qui va faire une enquête pour les normes du travail et cette enquête-là va avoir un impact direct sur le dossier des lésions professionnelles. Donc, tant que l'enquête sur le volet normes, elle n'est pas faite, la CNSST volet lésions professionnelles ne se positionne pas sur le dossier. Donc, c'est important de vraiment bien documenter les normes parce que dès que c'est rejeté, la personne ne se voit pas reconnaître une lésion professionnelle automatiquement. Donc, ça va vraiment de pair ensemble. Et
Et c'est pour ça souvent aussi qu'il y a un long délai avant qu'une personne reçoive des indemnités de remplacement du revenu parce que ça va être long avant que l'enquête soit réalisée. Donc, c'est important à savoir. Et un autre des éléments, c'est la possibilité de joindre les deux dossiers. Premièrement, le volet liaison professionnelle peut être joint avec le volet norme au sens où il peut y avoir une seule audience pour entendre les deux. Donc, le juge va entendre si, premièrement, la personne a eu un diagnostic. En fait, normalement, ils vont se positionner sur les normes du travail, à savoir si l'employeur a respecté son obligation. Et ensuite, ils vont regarder si la personne en a subi un diagnostic. Les deux conclusions rendues au stade du tribunal sont pas c'est pas parce que l'employeur a respecté ses obligations que la personne n'a pas subi d'accident du travail, par contre, c'est quand même indépendant. Ceci dit, quand les deux dossiers sont joints, ça permet de régler le dossier et de ne pas aller devant le tribunal. Donc, je vous donne un exemple où une personne subit du harcèlement et l'employeur met fin en changeant la personne de corps de travail. Donc, la source du harcèlement, elle n'existe plus. Mais entre tout ça, la personne, elle a fait une plainte puis elle s'est absentée du travail et elle a reçu des indemnités. Ça peut valoir la peine, plutôt que d'aller au tribunal, de régler le dossier dans ce cas-là, parce que la personne, par exemple, elle a reçu pendant 2 mois un remplacement du revenu, donc l'équivalent d'un montant d'argent important. Elle a pu se faire payer des visites chez le psychologue payées par la CNSST et elle est revenue au travail normalement. À ce moment-là, de toute façon, le juge administratif ne va pas reconnaître qu'il y a eu du harcèlement parce qu'il y a eu fin au harcèlement, donc la plainte en harcèlement se fait rejeter et la personne a quand même eu droit à ses prestations. Donc, dans ce genre de dossier-là, moi, ce que je suggère, ce serait de suggérer un règlement du dossier où on va dire, OK, je me désiste de ma lésion professionnelle parce que j'ai reçu toutes mes prestations. Puis l'employeur pourrait verser, par exemple, certains dommages moraux, dire, OK, je verse 5 000 $ en dommages moraux parce que je reconnais qu'il y a eu quand même une situation qui est survenue et on règle le dossier. Donc, ça arrive quand même souvent. C'est une alternative que moi, je trouve qui permet de mettre fin au dossier sans étirer la chose devant le tribunal. Puis, la personne a eu ses indemnités, la situation est cessée, puis elle a quand même le droit à des dommages moraux. Et on peut même négocier d'avoir, si elle a dû quitter l'emploi, des frais de recherche d'emploi, une compensation salariale. Donc, on peut négocier un peu ce qu'on veut dans le cadre d'un règlement. Je l'ai déjà mentionné lors d'un jeudi juridique antérieur, mais le pire des règlements, c'est mieux que la meilleure des décisions, c'est le pire des règlements. Le pire règlement, c'est mieux que la meilleure des décisions. C'est ça. Parce que aller devant le tribunal, bien souvent, c'est un coût humain qui est important, surtout en matière de harcèlement psychologique. C'est, premièrement, beaucoup de journées d'audition parce que quand moindrement, il y a 3 témoins qui sont entendus, au moins une demi-journée chacun, ça s'étire sur plus d'1 an. Et retourner dans des situations qui mettent la personne dans une situation difficile, dans une situation émotionnelle difficile, quand elle essaie de tourner la page, ça peut être difficile. Donc, je trouve que les règlements sont toujours à envisager. C'était ma parenthèse. Et voilà. Je vais changer la diapositive. Voilà. Donc, c'est ce qui met fin à la section sur le harcèlement psychologique. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais on peut y aller à la fin. J'ai aussi des petites mises en situation à la fin pour vous, si on a du temps. Avant de terminer, je vais faire une parenthèse particulière sur une notion qui, pour moi, cohabitait bien avec les notions abordées aujourd'hui, qui est l'obligation de l'employeur quant à la violence conjugale qui se répercute sur le milieu de travail. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Vous en doutez sûrement, mais avec l'arrivée du télétravail, la transformation du marché du travail aussi, la violence conjugale peut avoir certains impacts qui apparaissent davantage en milieu de travail. Donc, quand une personne, par exemple, est en télétravail, la sphère personnelle est beaucoup plus proche de la sphère professionnelle et peut y avoir une surveillance plus directe aussi si, par exemple, une personne subit de la violence psychologique à la maison. Et le projet de loi 59 a été adopté l'an dernier et a imposé à l'employeur certaines obligations en matière pour protéger les personnes qui subissent de la violence conjugale au travail. Donc, l'employeur doit maintenant prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection d'un travailleur ou une travailleuse exposée à une situation de violence physique ou psychologique au travail, qui inclut la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. Donc, voilà. Ça a été codifié et ajouté à la loi sur la santé et sécurité
à l'article 51 qui prévoit toutes les obligations de l'employeur en matière de santé et sécurité. Donc, je viens de vous lire l'obligation là, qui est prévue maintenant. Donc, et c'est une notion qui exige à l'employeur d'intervenir quand il doit raisonnablement savoir qu'une personne subit de la violence conjugale. Comment il devrait raisonnablement savoir? Ben, c'est s'il est informé directement par la victime, elle lui en parle, si un collègue de travail de la victime en parle, ou encore s'il constate des changements de comportement chez la personne. Exemple, des retards constants, des absences fréquentes, une baisse de performance. Constate qu'une personne extérieure est omniprésente, donc appelle, envoie des messages textes constamment, surveille autour des lieux du travail. Donc voilà. Et évidemment, s'il y a des changements physiques chez la personne aussi, ben, ce sont des éléments importants à noter. En présence de ces éléments-là, donc, l'employeur doit intervenir. Voilà. Des fois, c'est difficile, là, puis il y a eu certaines craintes chez les employeurs québécois de dire ben, jusqu'où je dois aller, jusqu'où je respecte la confidentialité de la vie personnelle de la personne et jusqu'où s'étend aussi l'obligation de l'employeur. C'est ce qu'on va voir un peu. Premièrement, la notion de confidentialité et de la vie privée. Ben, en fait, les renseignements qui sont partagés par une personne qui concernent sa situation de violence conjugale sont évidemment confidentiels. Si un travailleur lui-même brise le silence, ben, l'employeur doit s'assurer que les renseignements confidentiels sont conservés. Et il y a seulement en fait le droit de divulguer le type de renseignement lorsqu'il acquiert des motifs raisonnables de croire qu'il y a un risque sérieux de blessure grave ou même de mort qui menace le travailleur. Donc, dans le fond, d'appeler la police, par exemple. Ensuite, la notion de lieu du travail, qu'est-ce que c'est? Ben, avec justement l'arrivée du télétravail, la notion de lieu de travail s'est élargie. Donc, maintenant, le lieu de travail, on reconnaît que c'est au bureau, mais aussi sur le territoire de l'établissement de l'employeur, les ascenseurs, le stationnement chez des clients et au domicile du travailleur quand la personne est en télétravail. Et comment la violence conjugale peut se manifester? Bien, ça peut être harcèlement au téléphone, des messages textes, courriel, surveillance à proximité du domicile du travailleur ou encore l'intrusion d'un présumé harceleur sur les lieux du travail. Et comment un employeur peut aider une personne qui souffrirait de violence conjugale? Donc, premièrement, par la mise en place d'une politique de prévention de la violence conjugale au travail. Il y a certains modèles à cet égard-là. En faisant des campagnes d'information, de sensibilisation aux employés sur les risques liés à la violence conjugale au travail, aux gestionnaires aussi, en élaborant un plan individuel pour la personne victime. Par exemple, en fait, ça pourrait être filtrer certains appels, aider à filtrer certains appels. Ça peut être de changer son numéro de téléphone ou permettre à la personne de travailler ailleurs qu'à son domicile si elle est en télétravail. Ça pourrait être des éléments. Et l'employeur pourrait également s'assurer que les établissements sont équipés et aménagés pour assurer la protection du personnel. Par exemple, contrôler l'accès avec des cartes d'accès, mettre des caméras de sécurité, mettre des boutons de panique, interdire aux personnes de flâner sur les lieux de travail s'ils ne sont pas des employés et faire une procédure à suivre en cas de présence d'un agresseur, par exemple. Donc, voilà, c'était ma petite parenthèse pour que vous puissiez être au courant des nouvelles obligations qui existent. Si jamais vous avez des travailleurs étrangers temporaires qui souffriraient de la violence conjugale à la maison et qui se transposent en milieu de travail, maintenant, l'employeur a des obligations prévues à la loi. Donc, si le travailleur va voir son employeur, même si ce n'est pas quelque chose qui se passe sur les lieux de travail, l'employeur a des obligations dorénavant. Ce n'est pas des obligations qui sont de résultat, mettre fin à la violence que la personne subit à la maison, mais c'est plus pour prévenir l'impact en milieu de travail puis aider la personne qui est quand même sous son aile quand elle est au travail. Maintenant, pour alléger un peu plus, je vous ai prévu 3 petites mises en situation. On a encore 5 minutes, donc ça va requérir votre participation. J'espère que vous pouvez allumer vos micros pour participer. Donc, c'est des mises en situation pour voir si un employeur devrait intervenir dans certaines situations. Vous allez voir que ce n'est pas nécessairement du harcèlement, parce que du harcèlement, comme on l'a vu, ça requiert une notion continue dans le temps, à part si c'est un geste grave, mais là, c'était trop évident. Donc, je vous ai mis des situations d'incivilité pour voir c'est quoi les limites de l'obligation de l'employeur face à un travailleur, à savoir s'il doit intervenir ou non. Donc, voilà, dans chaque situation, vous devez déterminer si ça répond aux critères du harcèlement ou de l'incivilité et savoir si l'employeur devrait intervenir.
Mise en situation numéro 1. Lors d'une soirée organisée par les employés entre eux, bon, Emma tape les fesses de Marc et s'éclate de rire. Les témoins éclatent tous de rire, tout comme Marc qui, lui, rit jaune. Marc va voir l'employeur pour en parler le lundi suivant au bureau. Est-ce que l'employeur doit intervenir? Selon vous. Caroline, est-ce que tu veux intervenir? Ah, j'ai quelqu'un! OK, Marie-Josée. Oui, je me suis dit que j'allais vous aider un peu. Je sais que c'est difficile quand les gens... la réponse est non, parce que ça a été organisé entre eux. Wow, c'est de leur chef. Ah, pardon? Bonne réponse. OK. Oui, ben, je sais pas si tu voulais élaborer, puis moi, je l'ai quand même coupé. Non, c'est ça, dans le sens que ça résume que le fait que c'est entre eux de leur choix, de leur propre initiative. L'employeur ne peut pas intervenir à ce moment-là, tout simplement. Exactement. Puis, ben, juste la question un peu plus loin, l'employeur n'a pas à intervenir. C'est sûr que si là, le travailleur vient le voir, puis lui dit que ça a des répercussions sur le milieu de travail parce que là, tout le monde réduit au travail ou encore que par la suite, là, les relations se sont dégradées, là, l'employeur pourrait avoir à intervenir. Par contre, c'est une situation qui regarde des relations amicales qui se sont développées entre des collègues. Effectivement, l'obligation de l'employeur ne va pas jusqu'à là. Et la distinction qui a été justement soulignée par Marie-Josée, c'est si l'employeur organisait la fête, puis c'était une fête de Noël, par exemple, et que là, qu'il y avait des comportements, mais là, on est vraiment dans la relation de travail. Donc là, l'employeur devrait intervenir dans le cas où la personne vient voir le lundi. Ceci dit, si l'employeur a cette cloche-là, ça ne veut pas dire de se fermer les yeux complètement, là, mais de garder un comportement bienveillant, puis d'ouvrir les yeux à ce qu'il pourrait avoir des suites de ça qui se répercutent dans les milieux de travail. Donc, merci. Prochaine situation, dimanche après-midi, Gabriel écrit sur Facebook. Bon, une autre semaine à côtoyer l'incompétence au quotidien, assis juste à côté de moi. Un des collègues de Gabriel montre la publication le lundi matin à l'employeur lorsque les autres membres de l'équipe... OK, non. Oui, en tout cas, l'employeur voit le message le lundi matin. Donc, est-ce qu'il doit intervenir? J'attends, mais voyons, sur 44 personnes, ça, non? La réponse est moi, oui. Ah, OK. Il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un. Bonjour. Bonjour. Moi, je dirais que oui, il devrait intervenir. Ah non, quoique dimanche. Ben... Moi, je dirais que oui, mais ça n'a pas été écrit non plus dans le cadre du travail. En fait, c'est un peu compliqué, ouais. Je me retire. J'ai rien dit. Oh, ben, c'est bon, je voulais susciter la discussion. Soyez pas gênés. Même nous, on en parlait, là, c'est des situations. La ligne, elle est tellement mince. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est normal d'être dans l'ambiguïté. C'est le but de ma question qui est mal rédigée. Oui, Anne-Sophie, Laurent. Ben, moi, j'aurais dit que oui, vu que la publication elle a été montrée au lieu de travail, puis que ça peut affecter l'atmosphère de travail sur le moment présent. Mais j'hésite aussi. C'est parfait. À date, vos interventions sont super pertinentes. Isabelle? Moi, je dirais que non, en fait. Ça reste un peu dans la sphère, disons, là, privée, publique, là, la question de Facebook. C'est sûr et certain que, bon, toute la question de ses apportés au travail, ça pourrait peut-être éventuellement avoir des conséquences futures si, disons, là, ça se répète ou que la personne en tant que telle, là, donne en fait dit certains commentaires un peu déplacés. Puis bon, qu'il y a une certaine aggravation, mais disons qu'à ce stade-ci, non, là, c'est plus, disons, comment je pourrais dire, une incivilité, si on veut, de ce côté-là. Bien, toutes vos interventions sont pertinentes. Cette situation-là, comment moi je la vois, c'est l'intervention de l'employeur serait nécessaire pour prévenir l'escalade et pour éviter que ça se répercute. En fait, OK. Premièrement, je pense que oui, l'employeur devrait intervenir parce que
premièrement, la personne, elle est facilement identifiable sur Facebook et elle est en tant que collègue. Donc, c'est pas dans les sphères personnelles que ça se passe, mais vraiment dans le cadre de leur relation de travail qui est sa collègue de travail. Puis vous allez voir avec la prochaine situation que je vais mettre, en fait, on va voir certaines distinctions. Donc, pour moi, il y a un impact quand même dans le milieu de travail parce que c'est vraiment sa compétence de collègue, puis n'importe qui serait capable de déterminer que c'est cette collègue-là, considérant qu'il connaît moindrement, par exemple, Gabriel qui connaît là. Et ça a directement des répercussions dans leur environnement de travail parce que c'est une attaque quand même publique envers sa compétence en tant que collègue sur le milieu de travail. Puis, je fais une petite parenthèse parce que l'intervention était pertinente, je pense, d'Isabelle. Il y a quand même une notion de liberté d'expression qui existe pour les travailleurs qui peuvent publier sur les réseaux sociaux. Puis, ça fera peut-être l'objet d'un autre juridique, mais les travailleurs peuvent quand même s'exprimer sur les réseaux sociaux. L'important, c'est de pas, en fait, atteindre la réputation d'autrui, puis qu'on ne puisse pas, par exemple, identifier quelqu'un. Là, dans ce contexte-là, ce serait quand même facile d'identifier, surtout, par exemple, si on prend en considération ce serait une petite équipe de travail. Donc, on peut toujours utiliser une liberté d'expression, mais pas pour attaquer la crédibilité de quelqu'un ou miner sa dignité. Donc, dans ce contexte-là, moi, je pense que l'intervention de l'employeur, effectivement, ce n'est pas du harcèlement, mais ça serait vraiment plus à titre préventif et pour éviter une certaine escalade ou que ça envenime les relations au milieu de travail. Ça ne serait pas une mesure disciplinaire comme une suspension de 5 semaines, mais ça serait, par exemple, un avis verbal, du moins, pour éviter que ça se reproduise. Troisième mise en situation. Farah et William sont des collègues de travail qui ont développé une relation amoureuse. La semaine dernière, Farah a annoncé à William qu'elle souhaitait mettre fin à leur relation amoureuse. Or, William ne le prend pas du tout et exprime sa frustration en critiquant Farah à ses autres collègues sur le milieu de travail. Il critique sa façon d'être, de travailler et tente de miner sa popularité auprès des collègues. Est-ce que l'employeur devrait intervenir? Lola? Ben, moi, je dirais que oui, mais uniquement si la relation a été comme signalée aux personnes des ressources humaines. Mais si ça n'a pas été le cas, c'est sûr que c'est comme plus difficile, puis elle n'est pas censée intervenir, selon moi. OK. Tristan? Ben moi je dirais oui, peu importe, là. C'est un peu une atteinte à la réputation de vouloir miner la réputation de quelqu'un au travail, même s'il y a une relation ou pas, c'est une attaque directe, non? Ça n'a pas de la place au travail, je trouve. Enfin, bref. Je suis d'accord avec Tristan. Dans ce cas-là, puis je vais faire une distinction, ce que William fait, c'est de dénigrer sa collègue au travail envers les autres collègues. Donc, ça nuit nécessairement à l'ambiance au travail, ça crée une ambiance hostile. Donc, c'est un comportement qui fait partie des incivilités que l'employeur doit sanctionner. Donc, encore une fois, on ne parle pas de quelque chose qui est immense, ça ne nécessite pas un congédiement, mais un avis écrit du moins, puis tout dépendamment de l'ampleur de ce qu'il dit. Mais nécessairement, ça crée un comportement qui est hostile, un environnement qui est hostile. Je ferais une différence, par exemple, là, je mettrais sous question, si il faisait une publication Facebook en disant mon ex m'a trompé, c'est une bitch. Puis à ce moment-là, qu'il soit collègue ou non, ça n'a rien à voir. C'est dans leur vie privée que la publication vise la vie privée entre les deux. Puis c'est pas en tant que collègue qui l'attaque. Donc, vous voyez que les zones sont grises, mais c'est important de faire une analyse pour voir c'est quoi l'obligation de l'employeur. Puis c'est pas parce qu'une personne, justement, elle est victime de certains comportements que nécessairement, si du harcèlement, on fait des plaintes, parce que ça a quand même des enjeux importants dans certaines situations au milieu de travail. Puis les personnes peuvent être délusionnées aussi parce qu'ils vont se rendre compte, ils mettent beaucoup d'espoir, puis finalement, c'est rejeté, puis ils perdent un peu confiance envers le système, mais finalement, initialement, c'était pas du harcèlement. Puis je sais qu'il y a certaines... En montant la formation, je suis quand même consciente que les travailleurs étrangers temporaires souvent évoluent dans des milieux où des fois, c'est l'employeur lui-même qui va causer le harcèlement. Puis c'est tellement des petits milieux que tout le principe de l'enquête en harcèlement et des enquêteurs externes, c'est un peu théorique dans ces situations-là.
J'en suis consciente. Puis dans ces cas-là, on va tomber plus vite dans une plainte en harcèlement psychologique. On est conscient parce qu'ils n'ont pas des recours internes. On peut aussi faire une plainte en vertu de la LSST. C'est un processus qui est moins un user que la plainte en harcèlement. Mais je suis consciente de ça. Puis c'est pour ça que je vous expose tout l'éventail puis l'importance d'avoir des recours internes, surtout quand c'est des grosses boîtes. Mais je suis consciente que des fois, ce n'est pas applicable dans les faits, surtout quand c'est le supérieur immédiat qui peut causer le harcèlement puis qu'il n'y a pas vraiment d'autres issues possibles. Donc, voilà, c'est ce qui met fin à la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions, des sujets de discussion que vous vouliez aborder.